L'insécurité n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas une personne qui te pointe du doigt, ni une voix qui te critique. C'est une prison que tu construis toi-même dans ton esprit. Chaque brique sont les pensées que tu répètes sans questionner. Chaque mur que tu construis avec la comparaison constante, avec la peur du jugement et avec le besoin d'approbation. Et le plus cruel est que cette prison n'a pas de verrou. C'est toi qui décides de rester enfermé ou de sortir une fois pour toutes. Les stoïciens l'ont compris avec une brutalité claire. Marc Aurèle a écrit que la vie de l'homme est faite de ce qu'il pense. Et cela signifie que si ton esprit est dominé par des doutes et des peurs, toute ta vie se sentira dominée par l'insécurité. La véritable bataille ne se déroule pas devant les autres, elle se déroule en toi, dans ce dialogue silencieux qui dicte si tu avances avec assurance ou si tu recules par peur. Je te parlerai crûment, car l'insécurité ne se brise pas avec des caresses, elle se brise avec clarté et action. Je te montrerai comment entraîner ton esprit, comment utiliser la dichotomie du contrôle, comment transformer la peur en ton maître et comment construire des habitudes qui renforcent ton identité jusqu'à ce que ta sécurité cesse d'être un désir et devienne un fait. Si tu décides d'écouter jusqu'à la fin, tu comprendras que l'insécurité n'est pas une destination, c'est une illusion. Et chaque jour, avec tes pensées et tes actes, tu décides si tu restes prisonnier d'elle ou si tu te libères pour marcher avec assurance vers ta véritable force intérieure. 1. Reconnais que l'insécurité est une création de ton esprit. L'insécurité est comme une épaisse fumée qui envahit une pièce. Elle n'a pas de forme solide, tu ne peux pas la saisir avec tes mains, mais elle t'étouffe, brouille ta vue et te fait trébucher sur tes propres pas. Cette fumée n'apparaît pas parce que le monde l'a mise là. Elle surgit en toi. Elle s'étend à chaque pensée de doute, à chaque comparaison inutile et à chaque fois que tu te préoccupes plus de ce que les autres pensent que de ce que tu es vraiment. Et l'ironie est que la porte de cette pièce a toujours été ouverte, mais comme tu es habitué à respirer la fumée, tu finis par croire que tu ne peux pas sortir. La première étape pour surmonter l'insécurité est d'accepter qu'elle n'est pas un monstre extérieur, ni un ennemi avec un visage défini. C'est une création de ton esprit. Marc Aurèle disait que la vie est faite de ce que tu penses. Et si tes pensées sont faibles, ta vie se sentira faible. Mais si tu entraînes ton esprit à voir clairement, alors rien d'extérieur ne pourra te renverser. L'insécurité ne vient pas des paroles des autres, elle vient de la façon dont tu choisis de les interpréter et de les répéter en toi. Sénèque l'expliquait durement, nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Et c'est vrai, la plupart de tes peurs ne se réalisent pas, la plupart des jugements que tu crains n'existent même pas. Mais ton esprit les transforme en un film que tu répètes jusqu'à croire qu'il est réel. C'est la prison invisible de l'insécurité. Une prison où la clé est dans ta poche, mais tu n'oses pas l'utiliser. Pour reconnaître que l'insécurité naît dans ton esprit, tu dois observer ton dialogue interne avec courage. Combien de fois par jour te dis-tu que tu n'es pas assez, que tu ne peux pas, que tu n'es pas à la hauteur? Chaque phrase de ce type est une brique de plus dans le mur de ta propre prison. Et le problème est que tant que tu n'identifies pas que ces pensées ne sont pas la vérité, mais de simples interprétations, tu continueras à alimenter la fumée qui t'empêche de respirer. Épictète affirmait que ce qui compte n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu l'interprètes. Voici la racine de tout. 2 personnes peuvent recevoir la même critique, l'une s'effondre et l'autre grandit. La différence n'est pas dans la critique, mais dans l'esprit qui la reçoit. L'insécurité n'est pas le coup du monde, c'est la façon dont tu décides de le recevoir et de le répéter jusqu'à te convaincre que tu es faible. Si tu veux commencer à démolir cette construction mentale, pratique l'observation consciente. Chaque fois qu'une pensée d'insécurité apparaît, ne la rejette pas et ne la nourris pas. Regarde-la simplement et reconnais qu'elle est une création de toi. Dis-toi, ce n'est pas un fait, c'est une pensée. Et je peux choisir de la soutenir ou de la laisser aller. Des auteurs modernes comme Ryan Holiday insistent sur le fait que l'obstacle est le chemin. L'insécurité,
loin d'être un ennemi, peut devenir le terrain d'entraînement parfait pour forger ton caractère. James Clear rappelle que les habitudes façonnent ton identité. Et voici la clé. Chaque fois que tu agis avec assurance, alors que ton esprit doute, tu crées une nouvelle habitude. Tu renforces l'idée que tu peux te faire confiance. L'insécurité ne disparaît pas avec un tour de passe-passe. Elle s'affaiblit avec des actions quotidiennes qui réaffirment ta valeur. 2. Pratique chaque jour la dichotomie du contrôle. Pense à un navigateur en pleine mer. Il peut ajuster les voiles, diriger le gouvernail, lire les courants et se préparer à la tempête, mais il ne pourra jamais contrôler ni le vent ni la force des vagues. S'il s'obsède à vouloir changer ce qui n'est pas entre ses mains, il s'épuise, se frustre et finit par sombrer dans son propre désespoir. En revanche, s'il concentre toute son énergie sur ce qu'il peut réellement gérer, il avance avec assurance même dans des eaux tumultueuses. Ainsi va la vie, et ainsi fonctionne l'insécurité. Une partie dépend de toi, l'autre jamais. La différence réside dans la capacité à les distinguer. La dichotomie du contrôle est l'un des enseignements les plus puissants du stoïcisme, et en même temps l'un des plus ignorés. Épictète l'a exprimé clairement. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Notre esprit s'affaiblit lorsqu'il cherche à saisir l'incontrôlable, lorsqu'il se fatigue à vouloir que les autres pensent d'une certaine manière, que les circonstances soient toujours favorables ou que l'avenir s'aligne sur nos plans. Cette obsession pour l'extérieur nourrit l'insécurité, car il y aura toujours quelque chose que tu ne pourras pas maîtriser. L'insécurité s'accroît quand tu fondes ta valeur sur ce que tu ne contrôles pas. Tu te demandes si tu plairas, si l'on t'acceptera, si l'on ne critiquera pas ce que tu fais. Mais la vérité, c'est que tu ne pourras jamais contrôler le jugement des autres, pas même de ceux que tu aimes le plus. La seule chose que tu peux contrôler, c'est ton effort, ton intention, ta discipline et la manière dont tu réagis à ce qui survient. Marc Aurèle écrivait que l'esprit peut s'adapter à toutes circonstances, à condition de se souvenir que rien d'extérieur n'a de pouvoir sur son fort intérieur. Sénèque avertissait que celui qui craint l'avenir se tourmente 2 fois, une dans l'imagination et une autre dans la réalité. Et cela arrive parce qu'au lieu d'agir sur le présent, tu gaspilles ton énergie dans des scénarios qui échappent à ton contrôle. Reconnaître la dichotomie du contrôle, c'est comme ouvrir les yeux dans l'obscurité. Tu comprends que la peur était plus grande dans ton esprit que dans la réalité. Pour que cette idée devienne une partie de toi, tu dois en faire une habitude. James Clear rappelle qu'une habitude ne naît pas d'un coup, elle se construit par la répétition. Exerce-toi chaque jour. Écris 3 choses qui dépendent de toi et 3 qui n'en dépendent pas. Par exemple, il dépend de toi d'étudier, de te préparer, d'agir avec intégrité. Il ne dépend pas de toi que les autres le reconnaissent, que le résultat soit immédiat ou que tout le monde approuve ton chemin. En répétant cette pratique, ton esprit se renforce et ton insécurité diminue, car tu ne portes plus le poids de l'impossible. La dichotomie du contrôle est l'outil qui distingue l'esclave de l'homme libre. L'insécure vit enchaîné à ce qu'il ne peut maîtriser. Le fort se consacre à ce qu'il peut transformer. Chaque jour, tu as ce choix. Tu peux te perdre dans la tempête en mer ou devenir le navigateur qui ajuste ses voiles sans craindre le vent. Et ce simple acte de distinguer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas est la porte vers une sécurité intérieure que rien ni personne ne peut t'arracher. 3. Transforme la peur en un maître. La peur est comme un gardien qui se place à l'entrée de chaque porte importante de ta vie. Il ne crie pas, il ne pousse pas, il est simplement là, immobile, attendant. Et c'est toi qui décides si tu recules et cherches un chemin plus facile, ou si tu l'affrontes et découvres ce qui se cache derrière. La plupart fuient, croyant que le gardien est un ennemi, alors qu'en réalité, sa seule fonction est de te montrer où se trouve la frontière de ta croissance. Le stoïcisme ne demande pas que tu ignores la peur, il demande que tu la regardes en face. Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous perturbent, mais les opinions que nous avons d'elles.
Il en va de même pour la peur. Ce n'est pas l'événement qui te paralyse, c'est l'histoire que ton esprit crée autour de lui. Cette histoire est celle que tu dois apprendre à réécrire, transformant la peur en un signal de ce qui compte, plutôt qu'en une barrière qui te condamne à rester au même endroit. Marc Aurèle disait que ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Si quelque chose te fait peur, c'est probablement parce qu'il a la capacité de te faire grandir. La peur n'apparaît pas dans les zones de confort, elle apparaît à la limite de tes limites. Chaque fois que tu choisis de l'affronter, tu ne surmontes pas seulement la situation, tu entraînes aussi ton caractère à ne pas s'effondrer à la première difficulté. Sénèque, avec son brutale honnêteté, affirmait que nous avons souvent plus peur que nécessaire. Et il avait raison. Combien d'opportunités as-tu laissé passer en imaginant des scénarios pires que ceux qui se sont réellement produits? La peur anticipe des tempêtes qui arrivent rarement. Mais si tu restes à attendre, tu perds le bateau qui était déjà prêt à partir. La clé est de transformer la relation que tu as avec la peur. Au lieu de la voir comme un obstacle, considère-la comme un maître qui vient tester ta volonté. Ryan Holiday rappelle que l'inconfort est la matière première de la croissance. James Clear souligne que les habitudes qui nous renforcent le plus sont souvent celles qui génèrent le plus de résistance au début. Cette résistance est de la peur déguisée. Si tu la prends comme un signe que tu es sur la bonne voie, tu apprendras à l'utiliser comme guide. En pratique, commence par t'exposer peu à peu à ce qui t'intimide. Il ne s'agit pas de te lancer immédiatement dans la situation la plus grande, mais d'entraîner ton esprit à tolérer l'inconfort. Cette exposition consciente est comme une salle de sport mental. Chaque fois que tu affrontes une petite peur, tu renforces la confiance pour affronter les grandes. Robin Sharma le dit clairement, le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré elle. Transformer la peur en maître signifie accepter qu'elle sera toujours présente, parce qu'il y aura toujours quelque chose à perdre, quelque chose à risquer ou quelque chose à défier. Mais au lieu de laisser la peur te dominer, tu peux choisir de l'écouter comme une voix qui indique la prochaine étape vers ta croissance. La peur sera le gardien à chaque porte, mais elle sera aussi la preuve que derrière cette porte, il y a quelque chose de précieux qui t'attend, et tu le sais. 4. Entraîne ton esprit avec une exposition consciente. L'esprit ressemble à un muscle que tu n'entraînes jamais. Si tu soulèves toujours le même poids et que tu ne montes jamais la résistance, ce muscle reste faible, incapable de répondre lorsque la vie exige plus de toi. Il en va de même pour l'esprit. Si tu évites tout ce qui est inconfortable, tout ce qui te dérange même un peu, ce que tu fais, c'est entraîner ton insécurité plutôt que ta force. Le résultat est évident. Toute critique te brise, tout échec te paralyse, tout regard te dérange. Le stoïcisme enseigne que la seule façon de devenir fort est de faire face consciemment à ce que tu crains. Épictète le résumait en une idée claire. Ce que tu supportes avec patience devient plus léger. Cela ne signifie pas te jeter dans le désespoir ou vivre à la recherche de la douleur. Cela signifie t'exposer à de petites doses d'inconfort, jusqu'à ce que ton esprit comprenne qu'il n'y a rien à craindre. Tout comme un soldat qui s'entraîne dans l'arène avant d'entrer en guerre, tu entraînes ton caractère avant que la vie réelle ne te mette à l'épreuve. Marc Aurèle, dans ses méditations, répétait qu'on ne peut échapper à ce qui est naturel. La douleur, le rejet, la critique, l'incertitude font partie de la vie. Si tu les fuis, tu deviens un prisonnier de ta propre peur. Mais si tu décides de les affronter, même dans de petites pratiques quotidiennes, tu découvres que ton esprit se durcit sans perdre sa sensibilité. Sénèque l'appelait premeditatio malorum, anticiper ce qui peut arriver, non pas pour souffrir à l'avance, mais pour réduire l'impact quand cela se produit. C'est l'essence de l'exposition consciente, te préparer aujourd'hui pour ce qui pourrait te renverser demain. En pratique, cela signifie te mettre à l'épreuve dans des scénarios contrôlés.
Parler en public, même si ta voix tremble. Exprimer ton opinion, même si tout le monde n'est pas d'accord. Faire quelque chose de nouveau, même si l'erreur est presque certaine. Chacune de ces actions est comme soulever un poids supplémentaire dans la salle de sport mentale. James Clear explique que l'identité se renforce par la répétition. Chaque fois que tu t'exposes, même si c'est un petit pas, tu envoies un message à ton esprit. Je suis capable, je peux le supporter, je ne vais pas me briser. Entraîner ton esprit avec une exposition consciente est un acte de courage quotidien. N'attends pas que la vie te pousse avec violence, pousse-toi toi-même avant. L'insécurité perd de sa puissance lorsque tu t'habitues à regarder en face ce que tu évitais auparavant. Chaque petite exposition devient un vaccin contre la peur. Et plus tu le pratiques, plus la certitude qu'aucune situation extérieure n'est capable de renverser quelqu'un qui a entraîné son esprit à résister sera forte. 5. Construis des habitudes qui renforcent ton identité. Ton identité est comme un mur, et chaque habitude que tu répètes est une brique que tu places dessus. Si chaque jour tu répètes des habitudes faibles, tu construis un mur fragile qui s'effondre au premier coup de vent. Mais si chaque jour tu places des briques fermes, solides et bien assises, ce mur devient un refuge sûr contre les tempêtes de l'insécurité. La différence ne réside pas dans les grands gestes ni dans les discours motivants, elle réside dans ce que tu fais tous les jours sans que personne ne te regarde. Le stoïcisme enseigne que ce n'est pas ce que tu dis que tu es, mais ce que tu démontres par tes actes. Épictète affirmait que le progrès se mesure en actes, pas en paroles. Chaque habitude est une preuve silencieuse de qui tu es et de qui tu es en train de devenir. Lorsque ta journée est remplie d'actions alignées avec tes valeurs, l'insécurité perd de sa force, car tu n'as pas besoin d'approbation externe pour savoir que tu construis un caractère solide. Marc Aurèle, au milieu de ses responsabilités en tant qu'empereur, trouvait dans la répétition de pratiques quotidiennes la clarté pour rester fort. Son journaling, sa réflexion constante, sa discipline au milieu du chaos étaient des habitudes qui renforçaient son identité en tant que leader serein et inébranlable. Sénèque avertissait aussi que nous ne pouvons pas attendre des résultats différents si nous ne changeons pas nos habitudes. La sécurité ne naît pas d'une pensée isolée, elle naît d'une discipline répétée jusqu'à ce qu'elle devienne nature. En pratique, cela signifie choisir consciemment quelles habitudes tu veux qui définissent ta vie. James Clear explique que chaque action que tu répètes est un vote pour la personne que tu es en train de devenir. Si chaque jour tu te lèves et pratiques le silence au lieu de réagir avec colère, tu votes pour le calme. Si chaque jour tu entraînes ton corps, tu votes pour la force. Si chaque jour tu écris tes pensées, tu votes pour la clarté. La somme de ces votes crée une identité qui ne s'effondre pas face au jugement d'autrui. Ryan Holiday rappelle que la discipline quotidienne est ce qui construit le caractère. Robin Sharma insiste sur le fait que ton matin définit ta journée et ta journée définit ta vie. Si tu comprends cela, tu verras qu'il ne s'agit pas de grands sacrifices, mais d'habitudes simples, répétées avec cohérence, qui renforcent la sécurité de l'intérieur. Construire des habitudes qui renforcent ton identité, c'est déclarer que ta valeur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de ce que tu choisis de faire chaque jour. L'insécurité naît de l'incohérence, quand tu dis être quelque chose et que tu agis d'une autre manière. La sécurité naît de la congruence, lorsque tes actes confirment tes paroles. Et chaque habitude que tu choisis est une brique de plus dans ce mur qui protège ta confiance. Si tu veux vaincre l'insécurité, ne cherche pas de miracle, construis des habitudes, et que ces habitudes te rappellent, par des faits, que tu es plus fort que ce que ton esprit a jamais cru. 6. Utilise le journaling stoïcien comme outil de clarté. L'esprit ressemble à une pièce sombre. Là-bas, les pensées s'accumulent comme des meubles désordonnés, et chaque fois que tu essaies de marcher, tu trébuches, tu tombes et tu te fais mal. Le journaling est comme allumer la lumière. Il ne change pas ce qui est dans la pièce, mais il te permet de le voir clairement, de déplacer ce qui gêne et de mettre de l'ordre dans le chaos.
Quand tu écris ce que tu penses, l'insécurité perd de son pouvoir, car ce qui semblait être un énorme monstre dans ta tête se transforme en mots que tu peux observer, analyser et transformer. Marc Aurèle a laissé un héritage que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de méditation. Mais à son époque, il ne s'agissait que de notes personnelles, de réflexions privées pour organiser son esprit et se rappeler ses principes. Ces pages étaient sa façon de s'entraîner à la clarté et de ne pas se laisser emporter par le bruit de son époque. C'est le pouvoir du journaling, transformer tes pensées en un miroir qui te renvoie la vérité sans fioriture. Épictète enseignait que ce qui est important n'est pas ce qui se passe, mais l'interprétation que nous en faisons. En écrivant, tu démasques ces interprétations et tu découvres que beaucoup de tes insécurités ne sont pas des réalités, mais des distorsions que tu nourris toi-même. Sénèque, avec son idée de réviser chaque jour comme s'il s'agissait d'un jugement, pratiquait quelque chose de similaire. Examiner ses actes et ses pensées pour les corriger à temps, avant qu'ils ne deviennent des chaînes invisibles. En pratique, le journaling stoïcien ne nécessite pas de rituel compliqué. Il suffit de prendre un cahier et de répondre chaque jour à des questions simples mais profondes. Qu'est-ce qui m'a inquiété aujourd'hui et pourquoi? Qu'est-ce qui était sous mon contrôle et qu'est-ce qui ne l'était pas? Qu'ai-je appris de mes erreurs? Qu'est-ce que je peux améliorer demain? Ces questions agissent comme un scalpel, coupant le brouillard mental et révélant l'essentiel. Ryan Holiday suggère d'écrire comme un moyen de vider l'esprit et de le garder affûté. James Clear rappelle que ce qui est mesuré et observé s'améliore. Le journaling combine ces deux idées. Tu n'observes pas seulement tes pensées, tu enregistres aussi tes progrès, ce qui te permet de voir comment l'insécurité diminue lorsque tu la confrontes avec des mots. Robin Sharma ajoute que l'écriture est une conversation avec ton moi le plus profond. Et dans cette conversation, tu trouves une clarté qui apparaît rarement au milieu du bruit. Le journaling stoïcien est en essence un acte de courage. Parce que s'asseoir pour écrire signifie affronter ta vérité sans masque, sans filtre et sans excuse. C'est reconnaître tes peurs, tes échecs et tes doutes, mais aussi tes réussites, ta discipline et ta capacité à grandir. Si tu fais de cette habitude une partie de ta vie, tu découvriras que l'insécurité cesse d'être une ombre qui te poursuit et devient un matériau que tu peux modeler. Tu n'as pas besoin d'attendre de te sentir en sécurité pour écrire. Commence par ton insécurité. Vide-la sur le papier et observe comment elle devient gérable. Ce cahier deviendra un allié silencieux, un témoin de ta transformation et une preuve que la clarté ne vient pas de l'extérieur, mais du travail constant de regarder à l'intérieur avec une brutalité honnête. 7. Choisis de vivre dans le présent. L'insécurité est comme une ombre qui semble toujours plus grande lorsque tu regardes trop loin. Si tu te concentres sur le passé, l'ombre te rappelle chaque erreur et te lie avec des chaînes de regrets. Si tu te projettes dans le futur, elle s'étire encore plus, te montrant des peurs qui ne se sont même pas encore produites. Ce n'est que dans le présent que l'ombre se réduit à ta taille réelle. C'est la clé. Tant que ton esprit vit dans des temps qui n'existent pas, ta sécurité sera fragile. Les stoïciens comprenaient que la seule vie que nous possédons est celle qui se déroule maintenant. Marc Aurèle disait que ce n'est pas la mort que nous devons craindre, mais de ne jamais commencer à vivre. Et vivre, dans son enseignement, n'était rien d'autre que de se concentrer sur ce qui est devant nous, sur le moment que nous avons entre les mains. L'insécurité naît lorsque tu perds cette attention, lorsque ton énergie est gaspillée dans des batailles passées ou à anticiper des jugements qui ne viendront peut-être jamais. Sénèque avertissait que les gens se plaignent de la brièveté de la vie, mais la gaspillent sur ce qu'ils ne contrôlent pas. C'est la racine de l'insécurité. Vivre dans des scénarios imaginaires au lieu d'agir ici et maintenant. Le présent n'a pas besoin de déguisement, il n'a pas besoin d'approbation, il ne demande que de l'action consciente. Épictète insistait sur le fait que la liberté commence lorsque nous cessons de nous attacher à ce qui échappe à nos mains.
Le passé ne peut plus être modifié, le futur n'existe pas encore. La seule décision réelle a lieu aujourd'hui, à cet instant. Et si tu te concentres à le vivre avec intégrité, l'insécurité s'affaiblit, car tu ne nourris plus le monstre de la comparaison, ni le fantôme de la peur. En pratique, vivre dans le présent signifie entraîner ton attention. Tu peux le faire avec des actes simples. Te concentrer vraiment sur une conversation au lieu de penser à comment tu es perçu, profiter d'un repas sans regarder ton téléphone, terminer une tâche avec toute ton énergie sans être obsédé par le résultat. Chacun de ces moments est un rappel que ton pouvoir est dans le maintenant. Ryan Holiday écrit que la vie est détruite lorsque nous permettons à l'esprit de divaguer sans contrôle. James Clear montre comment de petites habitudes quotidiennes, appliquées avec présence, changent l'identité d'une personne plus que tout plan futur. Robin Sharma enseigne que la maîtrise personnelle se construit dans ces minutes où tu choisis d'être complètement présent, car ce sont les seules qui t'appartiennent vraiment. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer ce qui a été ou cesser de planifier ce qui vient, cela signifie ne pas rester coincé en eux. Ta sécurité ne se construit pas sur des souvenirs ni sur des suppositions, elle se construit sur des actes concrets. Si tu choisis ce moment comme le terrain pour démontrer ta force, il n'y aura plus d'ombre qui puisse grandir plus que toi. Et chaque jour où tu pratiques ce choix, l'insécurité s'éteindra comme un écho qui n'a plus personne à tourmenter. 8. Remplace la comparaison par l'amélioration personnelle. La comparaison est comme une cage de miroir. Tu regardes d'un côté et tu vois quelqu'un qui semble plus réussi. Tu regardes de l'autre et tu trouves quelqu'un qui semble plus heureux. Tu regardes derrière et quelqu'un semble plus fort. Tu regardes devant et quelqu'un semble plus intelligent. Plus tu te regardes dans ces reflets étrangers, plus tu te sens petit. Le piège est que aucun de ces miroirs ne montre ta réalité. Ils ne projettent qu'une illusion qui déforme ta valeur. Le stoïcisme enseigne que le seul vrai juge de ta vie, c'est toi-même. Marc Aurèle a écrit que l'envie naît de l'oubli, que chaque personne suit son propre chemin. Quand tu vis en regardant constamment ce que font les autres, tu perds de vue ton chemin et ton énergie est gaspillée sur un terrain que tu ne pourras jamais contrôler. Tu n'es pas le maître des victoires des autres, mais tu peux être le maître de ton progrès quotidien. Sénèque l'expliquait clairement, celui qui vit pour l'opinion des autres n'est jamais libre. La comparaison constante est justement cela, une esclavage déguisé en motivation. Tu crois qu'en te mesurant aux autres, tu trouveras des forces, mais en réalité, tu ne fais qu'alimenter l'insécurité. Chaque réussite extérieure devient un rappel de ton supposé manque, alors que la vérité est que ta seule mesure valable est combien tu as progressé par rapport à hier. Épictète soulignait que nous devons nous mesurer à nous-mêmes et non au monde. C'est cette attitude qui transforme la comparaison en amélioration personnelle. Il ne s'agit pas d'ignorer les succès des autres, mais de les utiliser comme inspiration sans les transformer en chaîne. La question ne devrait jamais être si tu es meilleur que quelqu'un d'autre, mais si tu es meilleur que ta version d'hier. En pratique, cela signifie tenir un registre de ton propre progrès. James Clear enseigne que ce qui est mesuré s'améliore. Si tu mesures tes pas sur ton propre chemin, la comparaison externe perd de sa force. Ryan Holiday insiste sur le fait que la grandeur se construit en silence, dans la discipline de te surpasser toi-même sans chercher de trophées immédiats. Robin Sharma rappelle que le véritable leadership commence par la maîtrise personnelle. Toutes ces idées convergent vers la même chose. Le seul rival qui compte, c'est toi. Chaque fois que tu tombes dans la tentation de te comparer, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux améliorer aujourd'hui pour être plus fort qu'hier? Peut-être lire une page de plus, s'entraîner 5 minutes de plus, parler plus clairement, ou simplement garder son calme dans une situation qui te déstabilisait auparavant. Ces petites victoires personnelles s'accumulent et forment une confiance qu'aucun miroir ne peut enlever. Remplacer la comparaison par l'amélioration personnelle, c'est briser la cage de miroir et décider de marcher en regardant devant soi.
Lorsque ton énergie est dirigée vers ta propre croissance, tu arrêtes de te sentir inférieur à cause des réussites des autres et tu commences à gagner confiance en ce que tu construis. Et là, l'insécurité se transforme en poussière parce que tu n'as plus besoin de te mesurer à quelqu'un d'autre pour savoir qui tu es. Comprends-le. 9. Fais de la congruence ton plus grand bouclier. L'incohérence est comme marcher avec une armure faite de papier. De l'extérieur, il semble que tu es protégé, mais au premier frottement, elle se déchire et laisse tout à découvert. Ainsi vit celui qui dit une chose et en fait une autre, qui prétend être sûr de lui alors qu'il est rongé par le doute à l'intérieur. L'insécurité se nourrit de cette incohérence, car ton esprit sait quand tu n'es pas fidèle à ce que tu prétends croire. En revanche, lorsque tes actes et tes paroles sont alignés, une véritable armure se forme, une qui ne dépend pas de l'approbation externe, mais de la force interne de ta cohérence. Le stoïcisme insistait sur le fait que le caractère se mesure en action. Marc Aurèle répétait que ce qui définit un homme ne sont pas ses discours, mais comment il vit son quotidien. Épictète avertissait qu'il ne suffit pas de parler de philosophie, il faut la vivre. Et Sénèque, avec son ton direct, assurait que personne ne peut se dire sage si sa vie contredit ce qu'il prêche. Toutes ces voies convergent vers une vérité. La congruence est la racine de la sécurité. L'incohérence épuise parce qu'elle crée un conflit interne. Tu dis que tu es discipliné, mais tu repousses chaque tâche. Tu affirmes que l'opinion des autres ne t'importe pas, mais tu ajustes ta vie pour plaire aux autres. Tu te promets du courage, mais tu es paralysé par des excuses. Ce désajustement ne passe pas inaperçu pour ton esprit. C'est un rappel constant que tu ne peux pas te faire confiance, et c'est pourquoi l'insécurité apparaît. Au contraire, chaque fois que tu agis en cohérence avec tes principes, tu renforces ton identité. Peu importe si le monde applaudit ou critique, ta sécurité n'en dépend pas, car tu sais que tu es fidèle à ton essence. Ryan Holiday explique que l'intégrité n'a pas besoin de témoins, car elle se soutient seule. James Clear ajoute que chaque habitude congruente est une preuve tangible de qui tu es. Et Robin Sharma rappelle que la grandeur se construit dans la congruence entre ce que tu penses, dis et fais. Pratiquer la congruence ne signifie pas la perfection, cela signifie l'engagement. Cela signifie que si tu valorises l'honnêteté, tu la pratiques même dans les petits détails. Que si tu dis que tu cherches la discipline, tu ne trahis pas ta parole avec des excuses quotidiennes. Que si tu aspires à être fort, tes actes ne contredisent pas cette aspiration. Chaque geste, chaque décision est une opportunité pour confirmer ton identité ou pour l'affaiblir. La congruence est un bouclier parce qu'elle te libère du jugement externe. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, car ta vie parle pour toi. L'insécurité s'estompe lorsqu'il n'y a pas de contradiction qui puisse te trahir. Si ton intérieur et ton extérieur sont alignés, il n'y a pas d'attaque qui puisse traverser cette armure. La question est claire. Veux-tu continuer à porter un déguisement qui se brise au premier coup, ou préfères-tu forger un bouclier qui t'accompagne dans chaque bataille de la vie? 10. Répète avec des actes la vérité de ta valeur. Les mots sont comme des empreintes dans le sable, effacées par le premier vent. Les actes, en revanche, sont comme des pierres taillées dans la montagne. Ils restent même si le temps passe. L'insécurité profite lorsque ta vie est pleine de mots qui ne tiennent pas, de promesses qui ne sont jamais tenues et d'intentions qui restent en suspens. Ce n'est que lorsque tu répètes avec des actes la vérité de ta valeur que ton esprit commence à croire ce que tu dis, et l'insécurité perd du terrain. Les stoïciens ont été clairs. Peu importe combien tu parles de vertu si tu ne la pratiques pas. Épictète avertissait qu'un homme ne se mesure pas par ce qu'il déclare, mais par ce qu'il fait sous pression. Marc Aurèle, au milieu de la guerre et du chaos, écrivait que chaque jour devait être un test de cohérence, non pas pour les autres, mais pour lui-même. Sénèque ajoutait que la vie courte devient suffisante lorsqu'elle est vécue avec des actions fermes et non avec des discours vides. Tous étaient d'accord sur une chose. La valeur se démontre dans la pratique quotidienne.
L'insécurité grandit lorsque ton esprit détecte la distance entre ce que tu penses et ce que tu fais. Tu dis que tu es capable, mais tu recules face aux défis. Tu te dis discipliné, mais tu cèdes au confort. Ta bouche affirme ce que tes actes nient, et cette contradiction est nourriture pour le doute. C'est pourquoi répéter avec des actes la vérité de ta valeur est un entraînement contre l'insécurité, car tu transformes ta parole en fait que ton esprit ne peut plus remettre en question. James Clear l'explique à partir de la science des habitudes. Chaque action que tu répètes est un vote pour ton identité. Il ne suffit pas de le penser ni de le désirer. Il faut le prouver. Ryan Holiday insiste sur le fait que les stoïciens ne cherchaient pas à être admirés, ils cherchaient à vivre selon leurs principes, et c'est dans cette répétition silencieuse que résidait leur véritable force. Robin Sharma rappelle que tu ne construis pas la confiance avec des discours, tu la construis avec des preuves quotidiennes d'engagement et de courage. Pratiquer cette leçon signifie commencer par le concret. Si tu dis que tu valorises ta force, répète-le avec des actes en te levant chaque jour pour entraîner ton corps et ton esprit. Si tu affirmes que tu es maître de ta vie, répète-le en prenant des décisions qui te rapprochent de tes objectifs et en ne repoussant pas l'essentiel. Si tu proclames que tu es intègre, répète-le avec chaque geste d'honnêteté, même lorsque personne ne te regarde. Cette répétition constante transforme ton identité en roche, une roche impossible à déplacer par les jugements des autres. L'insécurité est du bruit, et le bruit est silencieux avec des faits. Tu n'as pas besoin de convaincre le monde de ta valeur, tu as besoin de la prouver à toi-même avec des actes répétés jusqu'à ce qu'ils deviennent une partie de ta nature. C'est la différence entre celui qui vit piégé dans le doute et celui qui marche en toute sécurité. L'un parle de ce qu'il veut être, l'autre le confirme à chaque pas. Et lorsque tes actes crient plus fort que tes peurs, il ne reste plus de place pour l'insécurité, car tu as déjà écrit ta vérité dans la pierre de ta propre vie. La bataille la plus difficile que tu vas affronter n'est pas à l'extérieur, elle est en toi. Pas contre des ennemis visibles, mais contre tes peurs, ta paresse, tes doutes et ces excuses qui semblent si convaincantes lorsque tu veux abandonner. C'est la guerre qui décide de ton destin, te vaincre toi-même ou devenir ton propre bourreau. Chaque jour, tu entres sur ce champ de bataille. Quand tu repousses ce qui est important, quand tu cèdes au confort, quand tu permets que l'opinion des autres pèse plus que ta propre voix, tu perds du terrain. Il n'est pas nécessaire que quelqu'un te renverse, il suffit que tu te sabotes toi-même. Et tu le sais, c'est la vérité inconfortable que la plupart évitent. Le plus grand ennemi n'est pas à l'extérieur, il vit dans ton esprit. Ici, nous ne parlons pas de motivation bon marché, ni de phrases pour te rassurer. Ici, il s'agit de regarder la réalité en face. Si tu ne maîtrises pas ton esprit, il te domine. Et il le fait sans pitié. Avec des pensées qui te limitent, des émotions qui t'enchaînent et des habitudes qui te mènent directement à l'échec. Ce que tu entendras ne sont pas des embellissements, ce sont des armes pour que tu apprennes à te donner la priorité, à définir un but, à faire taire le bruit et à te discipliner même lorsque tu ne le souhaites pas. Parce que personne ne va combattre cette guerre pour toi. Si tu ne la mènes pas, tu perds tout, ta liberté, ton progrès, ta vie. Reste jusqu'à la fin, car ce n'est pas une vidéo ordinaire. C'est un manuel de combat pour que tu cesses d'être l'otage de tes peurs et que tu commences à conquérir la seule bataille qui compte, celle que tu as contre toi-même. Fais de toi-même ta priorité absolue. Un bateau qui tente de naviguer en suivant tous les courants finit à la dérive, sans direction ni destination. Il en va de même pour celui qui vit en priorisant ce que les autres veulent, ce qu'ils attendent de lui ou ce que dictent les modes passagères. Il perd son cap, devient un esclave des attentes externes, incapable de décider par lui-même où diriger sa vie. La métaphore est claire. Si tu n'es pas le capitaine de ton propre navire, tu seras emporté par les vents étrangers jusqu'à faire naufrage dans la frustration. Faire de toi-même ta priorité absolue n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie. Parce que la vérité est dure. Personne ne va te sauver.
Personne ne va se battre pour tes rêves comme toi. Personne ne va porter tes batailles internes ni les conséquences de tes décisions. La vie se résume à ceci. Soit tu apprends à te mettre en premier, soit tu finiras par vivre à moitié, épuisé par le désir de plaire aux autres et vide de sens. Dans cette guerre contre toi-même, la première victoire est de comprendre que ton énergie, ton temps et ton attention sont limités. Et si tu les donnes à tous, il ne te restera rien pour construire ce qui compte vraiment. Il est courant de reporter son propre bien-être, ses objectifs et ses désirs personnels pour répondre à l'urgence des autres. C'est là que la guerre est perdue, dans ces petits moments où tu choisis de bien t'entendre avec tout le monde, sauf avec toi-même. Tu penses que c'est un noble sacrifice, mais en réalité, c'est un piège qui détruit lentement ton caractère et ton estime de soi. Si tu n'es pas capable de prendre soin de toi, comment vas-tu soutenir les autres? Si tu n'as pas de clarté sur ton chemin, quelle direction peux-tu offrir? Le stoïcisme le disait clairement. Celui qui se maîtrise lui-même maîtrise le monde. Et cette maîtrise commence par te faire ta priorité. Il ne s'agit pas de mépriser les autres, il s'agit de reconnaître que sans une base solide, il n'y a rien à offrir. Quand tu te mets en premier, tu arrêtes de chercher la validation, tu arrêtes de dépenser de l'énergie à prouver et tu commences à construire. La résistance viendra parce que ton esprit et la société te diront que tu es égoïste, que tu devrais penser plus aux autres, que c'est mieux de se sacrifier. Mais il faut le voir avec froideur. Ce qu'ils appellent égoïsme est souvent simplement de la dignité. Poser des limites, prendre soin de ton temps, dire non, te retirer du bruit, choisir ton but sur les attentes des autres. C'est là que naît la véritable liberté, car tu ne vis plus avec l'anxiété de plaire, ni avec la peur de décevoir. Faire de toi-même ta priorité absolue signifie organiser ta vie de l'intérieur, te lever avec la certitude que ton énergie sera investie dans ce qui te construit, pas dans ce qui t'épuise. Cela signifie arrêter de courir après l'approbation, arrêter de mendier de l'attention et te concentrer sur ce qui te renforce. Quand tu comprends cela, chaque action, chaque décision et chaque renoncement deviennent un acte de respect de soi. Et il y a une conséquence inévitable. Quand tu te choisis, le monde le remarque. Ta présence devient plus forte, tes mots ont plus de poids, ton regard plus de clarté. Tu n'es plus quelqu'un qui demande la permission d'exister, tu es quelqu'un qui trace un chemin. Et même si cela dérange beaucoup de gens, cela attire ceux qui valorisent l'authenticité. C'est la première leçon dans la bataille contre toi-même. Ce n'est pas doux ni complaisant, c'est dur et agressif, parce que cela exige de rompre avec les vieilles habitudes et les excuses. Fais de toi ta priorité absolue, et tu verras comment tout le reste commence à prendre la place qui lui revient vraiment. Parce que si tu ne te choisis pas en premier, personne d'autre ne le fera. 2. Définis un but clair et engage-toi envers lui. La vie sans but est comme un train qui avance sans rail. Il avance avec bruit et vitesse, mais n'arrive jamais à destination. Tu peux t'efforcer, tu peux dépenser de l'énergie, tu peux même simuler le mouvement. Mais tout reste en rond sans sens. C'est la réalité de ceux qui vivent sans une direction définie. Ils se fatiguent, se frustrent, se comparent aux autres et sentent que la vie leur pèse, alors qu'en réalité, ce qui leur manque n'est pas la force, mais la direction. Définir un but est comme marquer sur la carte l'endroit vers lequel tu marches. C'est avoir un phare qui brille même au milieu de l'obscurité. Il ne s'agit pas de belles phrases ni de rêves lointains. Il s'agit de clarté brutale, savoir ce que tu veux, pourquoi tu le veux et ce que tu es prêt à sacrifier pour l'atteindre. Et voici l'important, car il ne suffit pas de le définir dans l'esprit, tu dois t'engager envers lui comme si c'était une promesse sacrée. Un but sans engagement est de la fumée, et un engagement sans but est de l'usure sans sens. Le monde est plein de personnes qui vivent en accomplissant les plans des autres parce qu'elles n'ont jamais osé écrire le leur. Et quand tu ne décides pas ce que tu veux, quelqu'un d'autre décide pour toi. Les modes, les attentes familiales, la pression sociale ou la simple peur de l'échec finissent par dessiner un destin qui ne t'appartient pas. Puis vient la question qui fait mal.
À quel moment as-tu laissé ta vie devenir une copie? C'est la conséquence de ne pas prendre la responsabilité de définir un but. Un but clair ne garantit pas le confort, au contraire, il exige de la discipline, il exige de couper les distractions, il exige de laisser de côté le superficiel. C'est dire non à l'immédiat pour dire oui à l'important. C'est ici que se montre le vrai caractère d'un individu, car tout le monde peut se laisser emporter par la facilité, mais seuls ceux qui ont un but ferme restent debout lorsque le chemin devient rude. Le stoïcisme le savait. Tu ne contrôles pas le monde extérieur, mais tu contrôles ta capacité à décider avec quelle intention tu vis chaque jour. T'engager envers un but signifie déclarer la guerre à l'indécision. Cela signifie que même si l'enthousiasme s'épuise, tu continues. Même si les doutes crient, tu avances. Même si personne ne te soutient, tu persistes. C'est te lever les jours où tout en toi veut t'abandonner, parce que tu as compris que ta parole envers toi-même vaut plus que n'importe quelle circonstance. L'engagement est la ligne qui sépare celui qui parle de celui qui agit, celui qui rêve de celui qui réussit. L'erreur commune est de croire que le but doit être gigantesque, quelque chose qui impressionne tout le monde. En réalité, il suffit qu'il soit authentique et clair. Il peut s'agir d'améliorer ta discipline quotidienne, de lancer un projet, de prendre soin de ton corps, de construire une vie cohérente avec tes valeurs. L'essentiel n'est pas que le monde l'applaudisse, mais que tu saches où tu vas. Quand tu as ce but et que tu t'engages envers lui, tout change. Tu ne perds plus de temps à te comparer, tu ne doutes plus autant de toi, tu ne cèdes plus à chaque impulsion. Tu sais où tu vas, et cette certitude te donne du pouvoir. Même dans l'échec, tu trouves un sens, parce que tu comprends que chaque faux pas fait partie du même chemin, ce n'est pas un détour. Celui qui vit avec un but marche avec une autre force, et cette force se remarque. Il peut chanceler, il peut tomber, mais il se relève toujours dans la même direction. Cette constance le rend inarrêtable, car il ne dépend pas de motivation passagère, mais d'une décision prise. Alors définis ton but, engage-toi envers lui et ne le lâche pas, car sans cette clarté, tu es juste un spectateur de ta vie, mais avec elle, tu deviens l'architecte de ton propre destin. 3. Apprends à disparaître du bruit. L'esprit est comme un verre d'eau transparent, mais il suffit de le secouer et de le remplir de terre pour qu'il perde toute clarté. C'est ce qui se passe lorsque tu vis entouré de bruit, d'opinions, de critiques, de distractions constantes, qui t'empêchent de voir clairement ce qui compte vraiment. Le bruit ne vient pas toujours de l'extérieur, il naît aussi en toi, dans cette voix qui répète des doutes, dans cette anxiété qui t'exige d'être partout, connecté à tout et attentif à tous, sauf à toi-même. Disparaître du bruit ne signifie pas fuir le monde, cela signifie choisir fermement quelle voix tu laisses entrer dans ta vie. Aujourd'hui, la société récompense l'exposition, l'excès de parole, le besoin constant de se montrer. Mais ce que personne ne te dit, c'est que plus tu te laisses entraîner par ce cycle de distraction, moins tu entends ta propre voix. Et là, tu perds la bataille, car l'esprit qui ne se repose jamais dans le silence finit par s'épuiser, devient faible et manipulable. Tu as besoin d'apprendre à te retirer, à disparaître quand c'est nécessaire, à créer un espace où seul l'essentiel existe. Les grandes avancées naissent dans le silence, pas dans le tumulte. La clarté surgit lorsque tu es capable de t'éloigner du chaos et de regarder calmement ce qui compte vraiment. C'est la différence entre celui qui réagit à tout et celui qui prend des décisions fermement. Le premier est piégé, le second est maître de sa route. Mais disparaître du bruit demande du courage, car cela implique de décevoir ceux qui s'attendent à ce que tu sois toujours disponible. Cela implique d'éteindre l'écran, de fermer la porte, de dire non à des réunions inutiles, de rejeter des conversations vides. La plupart des gens ne supportent pas d'être seuls avec eux-mêmes parce que c'est là que surgissent les pensées qu'ils tentent tant d'éviter. Et c'est précisément là le point. Si tu n'apprends pas à être avec toi-même en silence, tu ne te maîtriseras jamais. Le silence n'est pas vide, c'est du pouvoir. Dans le silence, tu peux analyser tes actions, comprendre tes erreurs, reconnaître tes progrès et te reconnecter à ton but.
C'est dans ces moments que ton esprit se renforce, car tu cesses de dépendre du bruit externe pour sentir que tu avances. Alors que d'autres cherchent une validation constante, tu trouves ta direction dans ta propre réflexion. Le stoïcisme enseignait que le sage ne se laisse pas entraîner par la foule, mais qu'il marche d'un pas ferme même s'il le fait seul. Disparaître du bruit, c'est choisir la qualité sur la quantité, c'est se concentrer sur ce qui construit au lieu de se perdre dans ce qui distrait. Et c'est aussi une forme de respect envers toi-même, parce que tu valorises ton énergie et ton temps comme des ressources que tu ne peux pas gaspiller. Apprendre à disparaître du bruit est en réalité un acte de rébellion. C'est rejeter le mandat moderne d'être disponible 24 heures sur 24, c'est refuser d'être esclave de la superficialité. Et chaque fois que tu choisis le silence sur la distraction, ton esprit gagne en force. Parce que la véritable clarté ne vient pas d'écouter plus de voix, mais d'apprendre à écouter la tienne. 4. Travaille en silence et laisse tes résultats parler. Le tonnerre fait beaucoup de bruit, mais c'est l'éclair qui frappe vraiment fort. C'est ainsi que fonctionne la vie. La plupart préfèrent faire du bruit avec des mots, des promesses et des apparences. Mais à la fin, ce qui compte vraiment, ce sont les résultats. Le bruit impressionne pour un instant, les faits restent pour toujours. Travailler en silence est une stratégie que très peu maîtrisent, car elle exige de la patience, de l'humilité et de la discipline. Dans un monde où tout le monde cherche une reconnaissance immédiate, se démarquer sans l'annoncer semble étrange, mais c'est précisément ce qui te donne un avantage. Celui qui se concentre sur la parole dépense son énergie à convaincre. Celui qui se concentre sur l'action garde toute sa force pour exécuter. Et dans la bataille contre toi-même, chaque action accomplie en silence est une victoire bien plus grande que n'importe quel applaudissement éphémère. Quand tu apprends à travailler en silence, tu te libères de la pression de prouver. Tu n'as pas besoin d'exhiber chaque pas, ni de justifier chaque mouvement. Tu te concentres sur l'essentiel, le processus, et le processus, bien qu'il soit lent et difficile, produit toujours des fruits. La différence est que ces fruits arrivent de manière solide, pas comme des châteaux de fumée érigés par des apparences. Le travail silencieux est aussi un bouclier contre les critiques. Quand tu ne donnes pas d'explications inutiles, quand tu ne révèles pas chaque plan, tu désarmes ceux qui attendent seulement une erreur pour la souligner. Personne ne peut saboter ce qu'il ne connaît pas. Le silence protège, parce que pendant que les autres spéculent, tu avances. Pendant qu'ils se distraient en jugement, tu construis. Le stoïcisme valorisait cette façon d'agir. Moins de mots, plus d'action. Marc Aurèle l'exprimait en se rappelant à lui-même qu'il devait vivre comme s'il était déjà prêt pour chaque épreuve, ne perdant pas de temps en discussions vaines, mais en actions qui feraient la différence. Cette leçon est claire. La vraie grandeur n'a pas besoin de publicité. Mais travailler en silence ne signifie pas se cacher par peur. Cela signifie avancer avec calme et fermeté sans avoir besoin d'approbation externe. Cela signifie que ta motivation ne dépend pas des éloges, mais de ton engagement envers toi-même. Et ce type d'engagement est celui qui te renforce, parce que même quand personne ne te regarde, tu continues à accomplir. À la fin, les résultats parlent avec une voix impossible à ignorer. Peu importe combien les autres parlent, combien de critiques apparaissent, combien de bruit ils essaient de faire, les faits sont indiscutables, et celui qui travaille en silence sait que le moment de montrer arrive seulement quand l'œuvre est terminée. Fais de ta vie un éclair et non un tonnerre. Frappe avec des résultats, pas avec des mots. Parce que dans ce monde bruyant, la victoire la plus percutante est celle qui est obtenue sans annonce, mais avec des preuves que personne ne peut contester. 5. Brise les chaînes de tes croyances limitantes. Un éléphant adulte, capable d'arracher un arbre de ses racines, reste attaché à une simple corde parce qu'on lui a appris depuis son plus jeune âge à croire qu'il ne pouvait pas s'échapper. C'est la force d'une croyance limitante. Peu importe ta capacité réelle, si ton esprit est enchaîné, tu ne feras jamais un pas en avant.
Et c'est ainsi que vivent des millions de personnes, fortes en potentiel mais faibles en action, prisonnières de pensées héritées, de phrases qu'elles ont entendues dans leur enfance ou de défaites passées qu'elles ont transformées en sentences. Les croyances limitantes ne sont pas des vérités, ce sont des cages mentales. Tu n'es pas assez, tu ne peux pas le faire, ce n'est pas pour toi. Ce sont des mots qui se plantent au plus profond de toi et conditionnent ta vie comme s'ils étaient des lois universelles. Mais voici la réalité. Ces chaînes n'existent que dans ton esprit. Le jour où tu décides de les briser, tu découvres que la porte a toujours été ouverte. Le problème n'est pas que le monde t'arrête, c'est que tu acceptes de vivre enchaîné. Briser ces chaînes demande du courage, car cela signifie remettre en question ce que tu as cru pendant des années. Cela signifie regarder autour de toi et reconnaître qu'une grande partie de ce que tu as accepté comme vérité était simplement la voix des autres, pas la tienne. Cela signifie te rendre compte que bien souvent tu n'as pas échoué parce que tu ne pouvais pas, mais parce que tu t'étais convaincu à l'avance que tu allais échouer. Le stoïcisme enseignait que la plus grande liberté est celle de la pensée. Si ton esprit est dominé par la peur et le doute, tu seras esclave, même si tu as tout le reste. Mais si tu réussis à libérer ta pensée, même si tu manques de ressources externes, tu es déjà invincible. La bataille contre toi-même se livre justement là, à ne pas permettre que les vieilles chaînes dictent l'avenir que tu peux encore construire. Il ne s'agit pas de répéter des phrases motivantes vides, mais de te confronter à l'évidence. Demande-toi, qui a dit que tu ne pouvais pas? Qui a décidé que tu n'étais pas assez? La plupart de ces réponses pointent vers des voies externes qui ne devraient même pas gouverner ta vie. Et quand tu le comprends, quelque chose change. Tu te rends compte que la vraie prison a toujours été l'obéissance aveugle à ces voix. Chaque fois que tu agis, malgré la croyance qui essaie de t'arrêter, une chaîne se brise. Chaque pas que tu fais vers ce que tu craignais devient la preuve que la limitation était dans ton esprit, pas dans la réalité. Et plus tu le pratiques, plus tu deviens fort, jusqu'à ce qu'un jour, ces voix perdent leur pouvoir sur toi. Briser tes croyances limitantes n'est pas un acte de rébellion contre le monde, c'est un acte de libération contre toi-même. C'est choisir d'être maître de ton esprit plutôt qu'esclave de vieilles idées. Parce qu'au final, la seule chose qui t'empêche vraiment d'avancer n'est pas ce qui est à l'extérieur, mais ce que tu décides de continuer à croire en toi. 6. Transforme chaque devrait en doit. Les promesses brisées ne sont pas toujours faites aux autres. La plupart sont brisées en silence avec soi-même. Je devrais commencer. Je devrais améliorer, je devrais changer. Ces phrases sonnent comme un engagement, mais en réalité, elles sont des chaînes d'autotromperie qui vous lient à l'inaction. Plus vous les répétez, plus vous entraînez votre esprit à se contenter de l'illusion d'avoir décidé, alors qu'en réalité, vous n'avez pas bougé d'un pas. Le devrait est confortable car il n'engage pas, c'est comme une excuse en costume élégant. Il vous calme pour un moment, vous fait sentir que vous essayez, mais à la fin de la journée, il ne change rien. Et chaque fois que vous l'utilisez, vous cédez du terrain dans la bataille contre vous-même. Parce que la vérité est dure. La vie ne se transforme pas avec des intentions, elle se transforme avec des actions. Dire « je dois » est différent, c'est une déclaration de guerre. Cela signifie que ce qui était auparavant facultatif est maintenant obligatoire. Que peu importe si vous avez envie ou si la journée se complique, vous allez le faire parce que c'est un ordre qui vient de vous. Le doit élimine la négociation interne, coupe la conversation avec la paresse et entraîne votre caractère à s'obéir à lui-même. La différence entre les deux mots est la ligne qui sépare ceux qui continuent à rêver et ceux qui construisent. Les premiers collectionnent les excuses, les seconds accumulent les victoires silencieuses. Les premiers attendent que la motivation arrive, les seconds agissent même s'ils ne la ressentent pas. Et c'est cela qui marque vraiment le destin d'une personne, non pas ce qu'elle planifie, mais ce qu'elle exécute. Le stoïcisme l'enseignait clairement. Marc Aurèle se rappelait chaque matin qu'il devait se lever et remplir son rôle dans la vie, même si son corps demandait du repos.
Ce « doit » ne dépendait pas des émotions, c'était un commandement intérieur. Car le devoir est la seule chose qui soutient l'être humain lorsque les circonstances extérieures deviennent adverses. Changez votre langage interne de « devrait » à « doit » est plus qu'une correction de mots. C'est une déclaration d'identité. C'est décider que vous ne vous permettrez pas d'excuses, que votre parole envers vous a le même poids qu'un serment. Chaque fois que vous respectez un « doit », votre confiance grandit parce que vous vous prouvez que vous êtes quelqu'un sur qui vous pouvez compter. La vie ne se mesure pas par ce que vous pensiez faire, mais par ce que vous avez réellement fait. Tant que vous vivrez dans le monde du « devrait », vous resterez coincé dans des intentions mortes. Lorsque vous transformez tout en « doit », vous arrêtez d'attendre et commencez à conquérir. Et c'est la différence entre ceux qui parlent de ce qu'ils veulent être et ceux qui, sans faire de bruit, y parviennent. 7. Filtre les critiques et continue ton chemin. Les flèches qui ne traversent pas ta peau peuvent tout de même blesser si tu décides de les porter sur ton dos. C'est ainsi que fonctionnent les critiques. Elles ne tuent pas par ce qu'elles disent, mais par l'espace que tu leur accordes en toi. Chaque mot de quelqu'un qui n'a jamais marché dans tes chaussures, chaque commentaire lancé depuis le confort de la médiocrité, peut devenir un fardeau qui te détourne de ton chemin si tu n'apprends pas à filtrer. La plupart des gens sont prisonniers des opinions des autres. Ils changent de cap à cause d'un commentaire, abandonnent un rêve par peur de la moquerie, taisent leurs idées par peur du rejet. Et là, ils perdent la bataille parce qu'ils confient le gouvernail de leur vie à ceux qui ne rameront jamais pour eux. La vérité est simple. Personne ne se souvient de ceux qui ont été paralysés par les critiques, mais le monde respecte ceux qui ont avancé malgré elles. Filtrer les critiques ne signifie pas tout ignorer, cela signifie distinguer ce qui construit de ce qui détruit. Il y a des mots qui servent de miroir, qui te montrent des erreurs réelles et t'aident à grandir. Mais la plupart n'ont pas cette valeur, la plupart ne font que donner leur avis pour projeter leur frustration. Si tu n'apprends pas à séparer l'utile du toxique, ton esprit devient une décharge de voix qui n'ont jamais mérité de place. Le stoïcisme enseignait que l'extérieur n'a pas de pouvoir sur toi, à moins que tu ne le lui accordes. Épictète le disait clairement. Ce ne sont pas les choses qui nous blessent, mais l'interprétation que nous en faisons. Chaque critique est neutre jusqu'à ce que tu décides de la porter comme vérité. Et si tu apprends à les voir avec froideur, tu découvres que la plupart des opinions en disent plus sur le critique que sur toi. Mais ne nous leurrons pas, filtrer les critiques demande du courage. Cela nécessite d'accepter que tu ne vas pas plaire à tout le monde, qu'il y aura des gens qui te pointeront du doigt, que même des personnes proches peuvent essayer de t'arrêter avec des commentaires déguisés en conseils. Cela nécessite d'être prêt à marcher avec assurance en sachant que ta vie ne se mesure pas par l'approbation externe, mais par la cohérence avec ton but. Chaque fois que tu choisis de suivre ton chemin malgré les critiques, tu renforces ton caractère. Tu te rends compte que tu n'as pas besoin que quelqu'un applaudisse ton processus, que l'important n'est pas de convaincre les autres, mais de rester fidèle à ce que tu as décidé de construire. Cette liberté intérieure est ce qui distingue ceux qui laissent une trace de ceux qui se perdent dans le bruit. La clé est de se rappeler que ton énergie est limitée. Si tu la dépenses à te défendre de chaque opinion, tu n'auras jamais la force d'avancer. Filtre intelligemment. Prends ce qui t'aide à t'améliorer et lâche ce qui cherche seulement à t'arrêter. Parce que le chemin devient plus clair lorsque tu arrêtes de porter des flèches qui ne t'appartiennent pas. Au final, la seule chose qui prouve la vérité de ta vie ne sont ni tes explications ni tes défenses, ce sont tes résultats. Et ces résultats sont atteints lorsque tu apprends à marcher léger, sans le poids des critiques inutiles. Suis ton chemin, car la voie la plus forte sera toujours celle de tes actes, pas celle de ceux qui n'ont jamais osé essayer. 8. Persévère même quand tu ne le veux pas. Les montagnes ne sont pas conquises à la première tentative. Elles ne se plient pas à la fatigue des pas. Celui qui atteint le sommet n'est ni le plus rapide ni le plus fort, mais celui qui refuse de s'arrêter même lorsque chaque muscle demande à abandonner. C'est ainsi que se définit la persévérance.
la force invisible qui sépare ceux qui restent à mi-chemin de ceux qui vont jusqu'au bout. Persévérer même quand tu ne le veux pas est le coup le plus sûr que tu peux porter dans la bataille contre toi-même. Parce qu'il est facile d'avancer quand il y a de la motivation, quand l'émotion est forte, quand l'environnement est favorable. La difficulté commence les jours gris, quand il n'y a pas d'envie, quand les excuses semblent plus grandes que les objectifs, quand l'esprit insiste pour s'arrêter. C'est là que se mesure ton véritable caractère, c'est là que se définit qui tu es. La plupart abandonnent à ce stade. Ils abandonnent des projets parce qu'ils ont perdu leur enthousiasme initial. Ils abandonnent des rêves parce qu'ils n'ont pas vu de résultats rapides. Ils changent de direction chaque fois qu'ils ressentent de l'inconfort. Et c'est compréhensible parce que renoncer est tentant, c'est immédiat. C'est une façon de se débarrasser du poids. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que chaque abandon devient une blessure à la confiance, une cicatrice qui répète en silence « Tu n'as pas pu ». Persévérer, en revanche, c'est construire une identité. Chaque fois que tu agis malgré le manque d'envie, tu renforces ton caractère. Tu envoies un message direct à ton esprit « Ici, c'est moi qui commande, pas mes émotions passagères ». Et ce message, répété encore et encore, devient la base de ta force. Ce n'est pas de la magie, c'est de la répétition constante. Ce qui semblait impossible hier devient une partie de ta routine demain, parce que tu as décidé de ne pas céder. Le stoïcisme a toujours parlé de cette résistance silencieuse, non pas comme un sacrifice vide, mais comme la vertu de rester ferme face à l'adversité. Marc Aurèle se rappelait à lui-même que la vie ne promet pas la facilité, et que chaque obstacle est un test pour grandir en discipline et en courage. La persévérance, c'est exactement cela. Voir dans la difficulté un terrain d'entraînement et non un mur qui t'oblige à reculer. N'attends pas de motivation tous les jours, car c'est une ressource aussi fragile que l'émotion. Ce qui soutient vraiment, c'est la discipline de continuer, même si tu ne le veux pas, même si ça fait mal, même si ça semble inutile. La persévérance est la constance appliquée dans les moments où personne n'attend rien de toi. C'est continuer à courir dans la tempête quand les autres ont déjà cherché refuge. Et le plus puissant dans la persévérance, c'est que tu accumules de petites victoires. Tu ne le remarques peut-être pas au début, mais chaque jour où tu avances un peu plus, même si tu ne le veux pas, tu construis un mur de confiance impossible à abattre. La prochaine fois que tu seras confronté à une difficulté, tu ne douteras pas, parce que tu sais déjà que tu es capable de résister. La persévérance est l'arme qui transforme les gens ordinaires en personnes extraordinaires. Il ne s'agit pas de talent, ni de chance, ni de circonstances parfaites. Il s'agit de refuser de renoncer. Même si ton esprit te crie d'arrêter, même si ton corps te demande du repos, même si le monde se moque de ton effort, tu continues. Et ce simple acte de continuer, quand tout en toi veut t'abandonner, c'est ce qui fait de toi quelqu'un d'insurmontable. 9. Fais de la discipline ton arme la plus puissante. L'épée la plus tranchante n'est pas celle qui brille dans la main d'un guerrier, mais celle que tu forgeais chaque jour dans le silence de ta routine. Cette épée s'appelle la discipline, et c'est l'arme qui ne rouille jamais, celle qui tranche les doutes, la paresse, les excuses et les peurs. Sans discipline, tout le reste s'effondre. Tu peux avoir du talent, des rêves et même un soutien extérieur, mais si tu n'as pas la force de rester ferme, tout s'évapore. La discipline n'est pas un ornement, c'est la colonne vertébrale de ta vie. Faire de la discipline ton arme la plus puissante signifie arrêter de dépendre de la motivation. La motivation est un invité capricieux. Elle apparaît quand elle veut et disparaît quand tu en as le plus besoin. La discipline, en revanche, est la décision ferme de tenir bon, même quand tu n'en as pas envie, même quand la journée devient lourde, même quand personne ne te regarde. C'est la différence entre ceux qui parlent de ce qu'ils feront et ceux qui le construisent en silence. La bataille interne la plus dure est contre la voix qui dit « Je le ferai demain, cette fois-ci ne compte pas, je ferai mieux d'attendre un peu plus ». Cette voix semble innocente, mais c'est le poison qui affaiblit ton caractère.
Chaque fois que tu cèdes, la corde se relâche, ta confiance se brise et ton identité se fragmente. Parce qu'au fond, la discipline n'est pas seulement une habitude, c'est la preuve que ta parole envers toi-même a de la valeur. Quand tu ne respectes pas tes engagements, tu te prouves que tu ne peux pas te faire confiance. Quand tu les respectes, même si personne ne le remarque, tu deviens quelqu'un d'inébranlable. Le stoïcisme l'a bien compris. Il ne s'agissait pas de contrôler le monde, mais de se contrôler soi-même. L'homme discipliné est libre, parce qu'il ne dépend pas de ses impulsions, il ne dépend pas des circonstances, il ne dépend pas des excuses. Il peut être au milieu du chaos, et pourtant rester ferme, parce que son centre n'est pas dicté par l'environnement, mais par sa volonté. C'est cette grandeur qui fait de la discipline la meilleure arme. Elle te rend invulnérable à ce que tu ne contrôles pas. Être discipliné, ce n'est pas vivre de manière rigide, c'est vivre avec une direction. C'est se lever même si le corps demande à dormir. C'est s'entraîner même si tu ne vois pas de résultats immédiats. C'est étudier quand l'esprit cherche à se distraire. C'est économiser quand la tentation de dépenser est forte. Ce sont de petits actes quotidiens qui semblent insignifiants, mais qui, ajoutés les uns aux autres, construisent une vie solide. Et même si le monde admire les réalisations, la racine de toutes celles-ci se trouve dans ces moments cachés où tu as choisi de tenir bon plutôt que de céder. La discipline est aussi la meilleure réponse aux critiques et aux doutes. Parce que tu peux faire taire les bouches sans discuter, simplement en montrant des résultats que personne ne peut nier. La discipline parle pour toi, avec des faits, avec constance, avec des victoires silencieuses qui pèsent plus que n'importe quel discours. Fais de la discipline ton arme la plus puissante et tu verras comment le bruit perd de sa force, comment la peur devient gérable et comment la vie commence à s'organiser. Non pas parce que c'est facile, mais parce que tu ne vis plus à la merci de ce que tu ressens, mais de ce que tu décides. La vraie liberté n'est pas de faire ce que tu veux, c'est d'avoir la force de faire ce que tu dois. Et cette force n'a qu'un nom, la discipline constante. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.